Dans cette vidéo, on va parler maintenant d'échecs. Donc, je ne te souhaite pas de rencontrer des échecs, mais l'échec, c'est constitutif de la vie. Donc, aujourd'hui, en prépa ou plus tard, tu vas forcément rencontrer des échecs. On a souvent peur des échecs, mais en fait, si on apprend à se positionner correctement par rapport à un échec, on transforme totalement ce problème en opportunité. Il y a une expression en anglais qui dit « on tombe », mais après, une fois qu'on est tombé, on remonte, on se remet sur pied, on s'époussette et on y va. Ça, c'est une philosophie très positive qui fait que l'échec est constitutif d'un parcours et qui change la perception de l'échec et qui change notre attitude réticente par rapport à l'échec. Ça donne beaucoup de pouvoir, ça libère énormément. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui permet de nous libérer, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas occulter, même si on préférerait faire l'autruche et penser qu'on ne rencontrera jamais d'échec. Donc quelle attitude quand je rencontre un échec? Ça va être quelque chose de clé. Avant toute chose, je voudrais bien qu'on dissocie l'échec de la perception que ça renvoie sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va dissocier nos résultats scolaires, le succès d'une société, le succès dans un poste, de qui nous sommes vraiment, de notre identité, de notre valeur intrinsèque. Puisque souvent on a l'impression qu'on superpose les deux l'un sur l'autre et que l'échec nous renvoie en miroir une image négative, une image qu'on serait nul, qu'on serait mauvais, qu'on serait incapable. Et on a tôt fait de tirer de fausses conclusions d'un événement, d'un échec à un événement, pour en porter les caractéristiques soi-même. Et ça, non seulement c'est la meilleure manière de se paralyser, mais en plus c'est la meilleure manière de jamais arriver à dépasser ses erreurs, puisque tu vas facilement pouvoir te dire « Ah non, mais moi de toute façon, je ne suis pas fait pour... je ne suis pas un gros travailleur. Moi de toute façon, je suis mauvais en langue, donc je vais pas... ça sert à rien que j'essaye, ça sert à rien que je cherche une autre manière d'y arriver, puisque de toute façon, ce n'est pas mon truc. » On verra d'ailleurs un peu plus tard les croyances limitantes. Donc toutes ces choses, si on superpose l'échec à notre qualité intrinsèque, on se crée des croyances limitantes qui vont tout à fait nous arrêter sur notre chemin. Donc l'échec, souvent on peut associer l'échec à la critique. C'est-à-dire que ce qui fait mal dans l'échec, c'est la critique que l'on perçoit à travers cet échec. Par exemple, si j'échoue à un examen, j'échoue à cet examen, peut-être que cette question, j'ai rencontré des difficultés, j'ai mal compris la question, peut-être qu'il y avait des situations de la vie quotidienne qui m'ont empêché de pouvoir répondre correctement à cette question. Mais également, on peut facilement arriver à se dire « j'ai échoué à cet examen, donc je ne suis pas bon, donc il faut que je me réoriente, donc il faut que je change d'objectif et de rêve. » Donc il faut bien faire attention à la critique sous-jacente dans l'échec. On a l'impression du coup que l'échec nous dit ce qu'on fait mal. Il faut se méfier également puisque les gens qui fuient toute critique échouent et sont condamnés à échouer. Puisque si on fuit la critique, si on fuit le feedback, si on fuit les commentaires sur le pourquoi d'une note par exemple, eh bien on est condamné à ne pas pouvoir corriger ses erreurs et à ne pas aller plus loin. Donc plutôt que de fuir la critique, il va falloir discerner la critique positive et la critique négative. Puisque malheureusement, il y a des gens qui émettent des critiques positives qui vont nous pousser à nous dépasser. Et puis il y a des gens au contraire qui émettent des critiques destructrices qui vont émietter notre confiance en nous et qui vont nous paralyser. Donc l'enjeu, puisqu'on ne peut pas maîtriser la façon dont on nous adresse des critiques, c'est de faire un travail pour transformer ces critiques destructrices
en critique positive. C'est-à-dire que de transformer les critiques et l'échec associé en chance pour aller plus loin, pour s'améliorer et pour se libérer finalement de ces points négatifs qui nous enchaînent et qui nous ont entraînés sur cet échec. Donc ça va être un peu compliqué à faire, mais je t'encourage vraiment à accueillir un échec d'un point de vue positif, presque en te réjouissant, puisque c'est la meilleure manière pour toi d'arriver à progresser. Il n'y a rien de pire que d'être dans un environnement dans lequel tu ne vas avoir aucun retour, aucun feedback, aucun débriefing de la part d'un professeur, d'un encadrant ou de quelqu'un d'un peu plus senior, puisque tu es condamné à continuer à faire les choses comme tu les sens, sans vraiment savoir si ça correspond aux attentes, ni si c'est correct tout simplement. Alors, quand on rencontre un échec, on ne va pas se leurrer, on peut ressentir de la peine, de la frustration, et ça peut entraîner une baisse abyssale de notre confiance en nous. Donc ici, je vais te passer une petite méthode, ça va être quelques petites questions qu'il va falloir se poser lorsque tu rencontres un échec, donc un échec assez conséquent. Donc t'interroger avec cette suite de questions pour arriver à transformer cet échec en quelque chose qui va porter du fruit. Donc première question, tu vas t'interroger sur quelle erreur te donne ce sentiment négatif. Quelle erreur a été remarquée, a été soulignée, t'a été rapportée ou tu arrives à identifier, te donne ce sentiment d'échec, ce sentiment négatif, ce sentiment de désespoir presque. Ensuite, est-ce que cette erreur te donne un sentiment de déception ou te donne un sentiment d'infériorité? Ça, c'est très intéressant puisque parfois l'échec est tout relatif. C'est pas vraiment un échec, c'est qu'on va avoir l'impression d'être un peu moins bien que les autres. Donc on va avoir un complexe d'infériorité qui va nous paralyser. Mais comme je te l'ai dit précédemment, on ne va pas regarder les autres font leur propre chemin, ils ont le leur, c'est très bien. On va regarder ton chemin avec ton potentiel et tes objectifs. Donc par rapport à tes objectifs et ton potentiel, est-ce que cette erreur implique un sentiment d'infériorité et si oui, pourquoi? Deuxième question, est-ce que tu peux apprendre sans faire d'erreur? Objectivement, est-ce qu'on peut apprendre quoi que ce soit sans faire d'erreur, sans tomber? Est-ce qu'un enfant peut apprendre à marcher sans tomber? Je pense que cet exemple, même s'il est assez courant, est très intéressant. Quand on voit un petit enfant apprendre à marcher, on voit qu'il va tomber, mais il ne va pas tomber 3 fois. Et au bout d'un moment, il ne va pas se dire au bout de 3 fois, non mais 3 fois c'est bon, je suis tombé, je vais rester à me traîner par terre pendant les 10 années qui viennent. Il va essayer 15 fois, 50 fois, 100 fois, pendant des mois et des mois. Tout le monde ne marche pas au même âge, tout le monde n'a pas la même facilité. Eh bien, dans la vie, par rapport à tes objectifs, c'est exactement la même chose. La persévérance, de toute façon, est quelque chose qui paye toujours. Donc, est-ce que je peux apprendre sans faire d'erreur? Oui, non. Généralement, la seule réponse à cette question est non. Mais dans le schéma de questions, c'est important puisque ça parle pas seulement à ta partie consciente, mais ça va parler à toute ta partie inconsciente et émotionnelle. Est-ce que je peux éviter cette erreur? Est-ce que je peux éviter le problème qui a fait que j'ai échoué dans ce que je voulais entreprendre? Oui, non. Parfois, on ne pouvait pas éviter cette erreur. Parfois, l'erreur était imprévisible. Dans le cadre d'une classe préparatoire, l'erreur peut être anticipable. Peut-être que c'est dû à un manque de travail, peut-être que c'est dû à un manque d'approfondissement, peut-être que c'est dû à des absences, je ne sais pas. En tout cas, l'important n'est pas tant de savoir d'une manière générale quelle réponse apporter à cette question. L'important, c'est qu'au moment où tu vas te confronter à ce questionnaire,
tu vas pouvoir faire cette introspection et essayer de trouver si cette erreur pouvait être évitée. Et de cette réponse, tu vas pouvoir facilement arriver à trouver un plan d'action. Puisque si cette erreur pouvait être évitée, eh bien, facilement, tu vas pouvoir dire « Oui, j'aurais pu travailler davantage. J'aurais pu demander de l'aide. J'aurais pu demander du soutien, des heures de soutien en dehors. » Et donc, tu as déjà ton plan d'action quasiment prêt à la fin de cette question. Et enfin, dernière question à se poser, qui est la plus importante à mon avis, c'est qu'est-ce que cette erreur m'apprend ? Il y a cette théorie en développement personnel que le monde extérieur, dans sa réalité, et les gens autour de nous sont très importants car ils nous tendent des miroirs. Alors, dans les miroirs que les gens nous tendent, on peut se voir. Mais de la même manière qu'avec un miroir, selon le profil que l'on tend au miroir, on voit une partie de soi différente, une partie de soi flatteuse, une partie de soi peu flatteuse, une partie de soi qu'on aime ou qu'on aime moins. Eh bien, si on se focalise uniquement sur le miroir que nous tend une seule personne dans un type de situation, on a une vision de soi totalement déformée. Par exemple, si je me focalise uniquement sur le profil ou la vision de moi qu'a cette personne ici, elle va me voir uniquement de profil. Mais est-ce que c'est moi ? C'est constitutif de moi. Mais est-ce que ça me définit dans ma globalité ? Non. Donc, c'est très important de se confronter au réel et aux gens autour de nous, au feedback, puisque l'ensemble de ces personnes, tes camarades de classe, tes professeurs, les colleurs, vont te renvoyer un miroir, un jeu de miroirs dont la synthèse va représenter une partie de toi. Et c'est grâce à ce jeu de miroirs que tu vas pouvoir toi-même jouer sur l'attitude que tu adoptes pour progresser, pour avancer. Donc, maintenant qu'on sait que de cet échec, on va essayer de trouver le positif, on va réfléchir sur ce que cet échec m'a appris sur moi de positif. Donc, je me réjouis, super. Au moins, ça m'a appris que j'avais besoin de réviser 2 fois plus. Au moins, ça m'a appris que la méthode que j'utilise n'est pas la bonne. Au moins, ça m'a appris que j'étais tellement stressée que ça m'a paralysée. Bref, trouver les points positifs, les points que tu vas retenir et qui vont t'aider pour la suite. De ce point positif, tu vas trouver des points concrets à éviter de faire ou à faire pour la prochaine fois. Et tu vas te faire une liste, il ne faut pas faire une liste de 10 points, mais une liste de 3 points par exemple, des actions concrètes, spécifiques, notées, travailler plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais travailler 3 heures de plus. Approfondir, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire aller chercher des annales ? Est-ce que ça veut dire comparer mes sources? Est-ce que ça veut dire faire une recherche sur Internet pour approfondir un point d'histoire ou de géographie? Il faut être spécifique, sinon on n'arrive jamais à atteindre nos objectifs. Et pour finir sur une note positive, pourquoi est-ce que c'est une vraie chance pour moi d'avoir échoué ici? Parce qu'il vaut mieux échouer à un examen blanc qu'au vrai concours. Parce que ça m'a montré que cette partie du programme, je n'ai rien compris et il faut que je retravaille. Parce que ça m'a appris que ma méthode de travail était peut-être très inefficace et il fallait que je la change. Donc, ça c'est très fort puisque ça fait d'un événement tragique, n'ayons pas peur des mots, d'un événement qui fait mal, d'un événement douloureux, un échec, une chance. Et surtout, c'est la meilleure chance pour que cet échec, tel qu'il soit, ne se reproduise pas de manière identique. Donc, il faut être assez optimiste là-dessus. Plus on va arriver à transformer un échec en liste de choses à changer pour la prochaine fois, plus on s'éloigne de la perspective de retomber dans le même échec. Et ça, c'est vraiment réjouissant.